Bonsoir, soyez les bienvenus dans Marque-Page. Ici, on parle littérature en tout genre. Je m'appelle Max, je suis un grand passionné de lecture et d'écriture et j'ai décidé de vous ouvrir les portes de mon univers. Bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Ça me fait super plaisir de vous retrouver pour un 3e épisode de Marque-Page. J'ai remarqué qu'on manquait un petit peu de régularité ici sur le podcast. Ça fait effectivement quelques mois que vous n'avez pas entendu ma voix, voire quelques mois que je n'ai pas tourné tout simplement, puisque voilà, j'avais des obligations qui faisaient que je ne pouvais pas faire autrement qu'attendre. Puisque voilà, il n'y a aucun épisode qui est préenregistré, c'est fait à l'instant et sur l'instant, il n'y a pas d'organisation particulière. Peut-être que ça viendra à bouger pour essayer de gagner en régularité ces prochains mois. Mais pour l'instant, on fait comme ça. Donc, sans plus tarder, je vous propose de passer à l'annonce du livre dont on va parler aujourd'hui. Il s'agit du tome 2 de la saga The Mortal Instrument. Plus précisément, The Mortal Instrument, la Cité des Cendres. Donc, qui est le 2e tome de la saga littéraire The Mortal Instrument de Cassandra Clare. Je vous propose, sans plus attendre, de passer à la première étape de ce podcast, qui est la carte d'identité de l'ouvrage. Alors, que dire ? Eh bien, qu'il s'agit, comme je l'ai dit tout à l'heure, du tome 2, The Mortal Instrument, la Cité des Cendres, de son nom d'origine, The Mortal Instruments, City of Ashes, donc dans un anglais très approximatif, et je m'en excuse. Il est paru aux États-Unis le 25 mars 2008, et en France le 20 août 2009 aux éditions Pocket Jeunesse, autrement dit PKJ. Son traducteur est une traductrice puisqu'il s'agit de Julie Lafont comme pour le premier tome. Selon ma classification et même selon une classification plus générale, il s'agit d'un roman fantastique. Le livre que je vous présente aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir l'écouter, donc je me suis basé sur une lecture audio pour pouvoir rédiger cet avis. Lecture audio qui m'a pris approximativement 12h30. Voilà, les 12h30 n'ont pas été faits d'un coup, mais bien de manière morcelée, puisque voilà, j'ai suivi la chronologie et je me suis basé sur les chapitres du livre. La lectrice de ce tome est, comme pour le premier, Bénédicte Charton. Que dire de Cassandra Clare, si ce n'est que c'est un pseudo, puisque l'auteur s'appelle en réalité Judith Rumelt. Elle est née à Téhéran, donc en Iran, le 27 juillet 1973. Elle est la fille d'Elisabeth Rumelt, professeure en école de commerce, et de Richard Rumelt, qui est également auteur. Sachez que Cassandra Clare a également la nationalité américaine. Concernant le contexte d'écriture, le second tome du coup de cette série voit le jour suite au gros succès du premier tome. On poursuit alors la série, donc à ce niveau-là, on en est à 2 tomes sur 6. Donc comment dire que c'est encore les prémices de l'univers. C'est pas du tout un univers qui est encore bien posé. Il manque encore pas mal de personnages, etc. Donc voilà où on en est. Voilà pour le contexte. Ici, on assiste donc à, comme je le disais dernièrement, l'approfondissement de l'univers. On a un gros focus sur la relation entre Clary et son papa. Clary et son père, qui n'est nul autre que Valentin. J'ai découvert ce livre via la plateforme Audible. Bon, je vous en ai parlé plusieurs fois dans ce podcast. Il s'agit d'une plateforme où sont disponibles à l'achat
en téléchargement des livres audio. À noter que la saga The Mortal Instrument en audio est une exclusivité Audible, c'est-à-dire que vous pouvez le trouver seulement sur la plateforme Audible et pas ailleurs, comme c'est possible pour d'autres livres. Donc j'ai pas lu la saga tout de suite, hein. J'ai vraiment attendu parce que voilà, d'abord découvert la saga de manière générale via un autre contexte, via un autre canal qui est celui de la télévision et de Netflix. Et donc du coup, j'ai lu le deuxième tome avec un petit peu, j'ai pas envie de dire d'appréhension, mais en tout cas, j'avais déjà une image globale de la saga et de l'univers avant de commencer à lire la saga. Et il en va de même du coup pour le deuxième tome. Et puis au fur et à mesure de ma lecture, du coup, il se passe que en fait les représentations que j'avais s'effondrent, puisque on aura sans doute l'occasion d'en rediscuter, mais quand on découvre une adaptation cinématographique, eh bien on la découvre, une adaptation cinématographique d'un livre, pardon, on découvre le livre sous une certaine vision, qui n'est pas celle de l'auteur, puisqu'il s'agit pas du livre, mais bien d'un autre canal. Quand du coup j'ai commencé à lire le deuxième tome, j'ai vraiment pu me mettre dedans et découvrir, a priori mis à part, l'univers. Donc, par rapport au premier tome, je suis rentré beaucoup plus facilement dans l'univers. On y retrouve des personnages auxquels on s'attache, comme par exemple Clary, Simon, Jace ou encore Isabelle. En lisant ce tome, j'ai vraiment la volonté d'en apprendre davantage sur l'ensemble des personnages qui constituent du coup le casting, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. Mais voilà, j'ai vraiment envie d'en apprendre davantage sur le casting qui compose du coup ce livre et cet univers si particulier. La lecture de ce deuxième tome est également l'occasion d'en apprendre davantage sur les liens qui unissent les différents personnages qui constituent cet univers si particulier, comme je le disais tout à l'heure. J'attends, et ce sera le dernier point du coup de cette partie, j'attends de cet ouvrage un petit focus, voire un grand focus sur des personnages comme Valentin, maintenant qu'il est clairement introduit, ou encore la famille Lightwood, qui est une famille vraiment très importante pour cet univers, ou en tout cas de manière globale pour le monde obscur de New York. J'attends vraiment un approfondissement de ces personnages-là en lisant le deuxième tome. Comment est-ce que je pourrais vous résumer ce tome 2, qui est quand même un tome conséquent, bon, comme l'ensemble de la série, hein. Il est pas composé de 50 pages. Il est bien plus conséquent que ça. Donc, comme je le disais dernièrement, on assiste à une familiarisation du monde obscur du point de vue de Clary. Donc, ça veut dire que cette dernière continue à s'intégrer dans un monde qui est quand même relativement nouveau pour elle, hein. Rappelant que dans le tome 1, c'était encore qu'une simple terrestre. Donc, du coup, il faut qu'elle se familiarise avec un monde qui n'est pas le sien de base. En tout cas, elle a pas évolué dans ce monde-là initialement, donc il faut vraiment qu'elle s'y fasse. À la fin du tome 1, on apprend que Valentin est le père de Clary. Donc, pour vous recontextualiser un petit peu, Valentin, c'est le méchant de l'histoire, hein. C'est lui qui est à l'origine de toute l'intrigue principale, de tous les nœuds d'intrigue hyper importants de la saga. Voilà, donc c'est vraiment un personnage clé. Et dans ce tome-là, on a un approfondissement du lien père-fille qui les unit.
Une autre scène marquante de ce tome-ci, c'est l'assassinat d'un jeune loup-garou devant le Hunter's Moon. Pour le contexte, le Hunter's Moon, c'est un lieu assez important dans la saga, puisqu'en fait, c'est un bar tenu par des membres du monde obscur, on va dire, où justement l'ensemble du monde obscur a l'habitude de se retrouver pour partager un moment sans tenir compte des espèces et de la place dans la société de chaque individu. Et donc oui, comme je le disais, une des intrigues principales de ce tome-là, c'est l'assassinat du coup d'un jeune loup-garou devant le Hunter's Moon. Cette action qui, pour autant, est assez, j'ai envie de dire, anodine dans cet univers, parce que bon, ce sera pas le seul personnage mort de la saga, mais bon, c'est une mort un peu particulière, d'une part parce que c'était un jeune loup-garou qui avait absolument rien demandé, qui était pas dans la course et dans la poursuite de Valentin, donc bon, c'est un peu, si je peux m'exprimer ainsi, un meurtre gratuit qui menace très clairement les accords de paix passés entre les loups-garous et les autres membres du monde obscur, donc loups-garous, chasseurs d'ombre, sorciers, etc. À noter quand même que dans ce tome, Clary a encore des difficultés à trouver sa place parce qu'elle ne sait pas totalement familiarisée, même si je disais il y a même pas quelques secondes qu'elle commençait vraiment à bien s'intégrer, mais elle est pas encore totalement familiarisée avec l'ensemble de l'univers, donc on va à mon avis avoir droit à quelques petits moments assez cocasses liés à la crédulité et la naïveté de notre chère Clary. Ce que j'ai pu observer du coup en lisant ce tome-là, c'est qu'on a eu quand même un développement assez poussé de l'intrigue et des histoires secondaires, ce qui fait vraiment qu'on ne s'ennuie pas, qu'on est vraiment immergé dedans. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai perçu ma lecture et j'ai trouvé vraiment l'interprétation, si je puis dire, de Bénédicte Charton très intéressante à ce niveau-là, c'est-à-dire que voilà, c'est une lecture qui est très immersive. On est spectateur, mais presque de l'intérieur, j'ai envie de dire. Donc ça rend vraiment la lecture intéressante. On voit pas le temps passer, vraiment pas. Et voilà, comme je le disais dernièrement, je me suis mis beaucoup plus facilement dans le bain que pendant le premier tome où justement j'avais réussi à retrouver quelques liens, quelques ramifications avec Harry Potter. Là, ça s'est totalement effacé et j'arrive vraiment à identifier le monde obscur et l'univers de The Mortal Instrument comme étant un univers à part entière et non pas un univers rattaché directement à d'autres ouvrages que j'aurais pu lire précédemment. Alors, on peut pas en dire beaucoup sur Bénédicte Charton puisqu'on a assez peu d'infos sur elle. Les seules infos qu'on a, c'est que c'est une lectrice récurrente pour Audible, donc qui est la société de diffusion audio d'Amazon, sur laquelle vous pouvez retrouver d'ailleurs marque-page, petit instant, auto-promo, c'est le moment ou jamais. Comme je l'ai énoncé en début de podcast, les livres ne sont pas les seuls supports sur lesquels est exploitée la saga, puisqu'effectivement on retrouve un film, The Mortal Instrument, La Cité des Ténèbres, dont je vous ai parlé la dernière fois, mais également une série qui s'appelle Shadowhunters, The Mortal Instrument. C'est le nom de la série complète, hein, Shadowhunters, The Mortal Instrument. Je vous aurais bien diffusé un extrait audio du livre, comme je l'avais fait pour l'épisode précédent sur Harry Potter. Mais malheureusement, je n'en ai pas trouvé. Donc du coup, il va falloir qu'on s'arrête là. J'ai fait le tour. J'espère que cet épisode vous aura plu, qui vous aura donné envie de lire ce tome-là. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de la première saison de Marque-Page. Le prochain épisode sera consacré
Je pense à Hunger Games, donc la fameuse saga littéraire Hunger Games. On est dans une ère très saga. Pas de livre unitaire, c'est pas trop le genre de la maison. Sur ce, je vous souhaite de prendre soin de vous, de continuer à lire ou à écouter des podcasts. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée, dépendant de quand est-ce que vous écoutez ce podcast. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre via mes réseaux sur Facebook et Instagram en tapant le Temple des mots. L'ensemble des liens et des comptes cités, des sources, etc. sont disponibles en barre d'infos de ce podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode de Marque-Page. Pour rappel, le podcast est disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le noter, à le commenter ou encore à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.